Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le cadre de ces vidéos d'enseignement de physiologie animale. Le premier chapitre de ces cours est consacré à une comparaison entre les deux grands systèmes de communication de l'organisme que sont le système nerveux et le système endocrinien. Dans la première partie de ce chapitre, je vous avais présenté les caractéristiques des neurones et des cellules endocrines. Dans la seconde partie de ce chapitre, j'avais abordé la genèse du message nerveux et du message hormonal. Dans la troisième partie, je vous avais présenté la nature et la propagation de ces messages. La quatrième partie était consacrée à la réception du message chimique que constituent les neurotransmetteurs et les hormones. Cette vidéo, qui correspond à la cinquième partie du premier chapitre, poursuit la comparaison entre le système nerveux et le système endocrinien, en abordant les régulations de l'activité des neurones et des cellules endocrines. La première partie de cette vidéo est consacrée à la régulation de l'activité neuronale. Cette régulation sera décrite en prenant tout d'abord l'exemple d'un neurone du cervelet appelé la cellule de Purkinje et dont vous avez ici une observation en microscopie optique. Je vous montrerai à travers cet exemple de la cellule de Purkinje que l'activité d'un neurone peut être modulée par d'autres neurones. Ce sera l'occasion de vous expliquer ensuite comment le segment initial d'un neurone joue le rôle d'un véritable intégrateur de signaux. Je vous parlerai également des mécanismes de régulation présynaptique et nous verrons que le contrôle de l'activité des motoneurones met en jeu un processus de rétrocontrôle négatif. La seconde partie de cette vidéo traite de la régulation de l'activité endocrine. Et je vous montrerai que le processus de rétrocontrôle négatif joue un rôle essentiel dans la régulation de l'activité des cellules endocrines. Nous verrons notamment qu'un tel mécanisme permet de stabiliser la production de testostérone par les cellules endocrines du testicule, lesquelles se trouvent entre les tubules séminifères du testicule, tubules qui sont visibles ici en microscopie électronique à balayage après fausse couleur. La première partie de cette vidéo est consacrée à la régulation de l'activité neuronale et nous allons voir notamment dans ce paragraphe des exemples de modulation négative de l'activité neuronale. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'activité des cellules de Purkinje du cervelet et vous montrer que cette activité est modulée par d'autres neurones du cervelet. Et avant de voir quelques résultats expérimentaux obtenus sur les cellules de Purkinje, nous allons voir quelques notions générales concernant le cervelet et plus précisément concernant le cortex du cervelet. Alors le cervelet, cérébellum en latin, qui signifie petit cerveau, est une structure importante de l'encéphale. Il représente environ plus de 10% de la masse encéphalique. Le cervelet est situé en arrière du pont et du bulbe arachidien et il fait saillie sous les lobes occipitaux des hémisphères cérébraux. Le cervelet est formé par deux hémisphères qui sont réunis par le vermis. Des troubles ou des lésions du cervelet vont entraîner une perturbation de l'équilibre, une perturbation de la marche, un manque d'ajustement dans le geste et une perte de tonus musculaire. En effet, le cervelet, que vous voyez ici, joue un rôle essentiel dans l'ajustement des mouvements. Il reçoit en effet des informations sur les messages descendants qui transitent du cortex moteur par les voies motrices vers les muscles squelettiques, mais le cervelet reçoit aussi des messages ascendants qui transitent par les voies sensitives. Il peut ainsi comparer la réalisation effective du mouvement au programme moteur initial, en réalisant à ce moment-là ce qu'on appellera des ajustements si des erreurs sont détectées entre le mouvement prévu et le mouvement réel. Ainsi, un mouvement volontaire est une succession de boucles de régulation sensorimotrice dans lesquelles le cervelet joue un rôle essentiel. Nous allons nous intéresser à l'organisation structurale du cervelet. Notons
que la surface du cervelet est parcourue par de nombreuses fissures qui délimitent les différentes lamelles du cervelet. Comme pour le cerveau, chaque hémisphère présente de l'extérieur vers l'intérieur 3 types d'éléments. Tout d'abord un cortex de substance grise, qui va plus particulièrement nous intéresser ici. Puis ensuite une masse de substance blanche sous-corticale. Et enfin des masses profondes de substance grise formant les noyaux du cervelet, les noyaux transmettant la plupart des commandes motrices du cervelet. En coupe sagittale, la disposition de la substance blanche est caractéristique du cervelet, elle évoque la forme d'un arbre, d'où son nom poétique d'arbre de vie du cervelet. La substance grise corticale du cervelet comprend 3 couches qui sont représentées dans la partie gauche de cette illustration. La première couche, qui est la plus périphérique, est appelée la couche moléculaire. C'est la couche A sur la représentation, et elle est constituée surtout par un enchevêtrement de fibres notamment qu'on va appeler les fibres parallèles. On va y revenir dans un instant. Sous la couche moléculaire se trouve la seconde couche, la couche B, qui est aussi appelée la couche des cellules de Purkinje. En effet, cette couche est formée par l'alignement de gros neurones qu'on appelle les cellules de Purkinje. Cellules de Purkinje qui sont notamment surlignées ici en rouge. Les cellules de Purkinje sont les seuls neurones corticaux du cervelet dont les axones, ici représentés en rouge, qui sont des axones myélinisés, traversent la substance blanche et vont aller faire synapse avec les noyaux centraux du cervelet. La cellule de Purkinje, auquel on va s'intéresser ici, constitue la seule voie efférente, c'est-à-dire la seule voie de sortie du cortex cérébelleux, alors que nous verrons, il existe plusieurs voies d'entrée dans le cortex cérébelleux. Les cellules de Purkinje sont les premiers neurones à avoir été décrits par l'anatomiste tchèque Purkinje en 1837, d'où leur nom de cellules de Purkinje. Ces cellules de Purkinje sont caractérisées notamment par la grande taille de leur corps cellulaire, mais aussi par la forme et le développement considérable de leur arbre dendritique. La troisième couche du cortex cérébrelleux, qui est aussi la couche la plus profonde du cortex du cervelet, est appelée la couche granulaire ou couche des grains, mentionnée ici par la lettre C. Elle contient des cellules appelées les cellules granulaires, qui sont des neurones plus petits que les cellules de Purkinje et qui sont des neurones dont la forme est sphérique. Voici ici une observation en microscopie optique de coupe de cervelet après une coloration de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal était un histologiste espagnol sur lequel on va revenir dans quelques instants. Cette coloration est une imprégnation argentique utilisée en particulier pour colorer les structures nerveuses. Cette imprégnation s'effectue sur l'ensemble de la pièce histologique et non sur la coupe comme dans les techniques classiques de coloration histologique. Cette coloration utilise une solution de nitrate d'argent et c'est une technique de coloration qui va mettre en évidence les fibres nerveuses, les membranes, les noyaux ainsi que le cytosquelette des prolongements neuronaux, notamment mettra en évidence les neurofilaments. On peut voir ici au centre la couche des cellules de Purkinje et notamment on peut observer 2 de ces macroneurones. On voit bien ici que le soma des cellules de Purkinje est de grande taille, il est en forme de poire et ces cellules de Purkinje présentent des dendrites qui sont elles-mêmes très ramifiées et qui pénètrent dans la couche moléculaire. On peut également repérer dans la partie inférieure de la préparation des petites cellules arrondies qui sont les cellules granulaires de la couche granulaire. Et contrairement aux cellules de Purkinje, les cellules granulaires sont parmi les plus petits neurones du cerveau. Donc 3 couches, couche granulaire avec des microneurones que sont les cellules granulaires, couche des cellules de Purkinje contenant le corps cellulaire des macroneurones que sont les cellules de Purkinje, et couche moléculaire qui contiennent les fibres parallèles sur lesquelles on va
revenir dans un instant. Alors ici, on peut observer le détail de dendrites de cellules de Purkinje. Ces dendrites sont couvertes d'épines dendritiques qui sont en fait des excroissances de la membrane des dendrites. Ces épines dendritiques ont été observées pour la première fois par Ramón y Cajal, dont je parlais tout à l'heure. Elles ont été observées en fait par cet histologiste espagnol dès la fin du 19e siècle sur ces cellules de Purkinje. Et la cellule de Purkinje présente sur son arborisation dendritique un très grand nombre d'épines dendritiques. On peut avoir jusqu'à 200 000 épines dendritiques sur la membrane d'une seule cellule de Purkinje humaine. Notons que ces épines dendritiques reçoivent les contacts synaptiques des axones, des neurones présynaptiques sur lesquels nous allons revenir. Quelques informations sur la circuiterie cérébelleuse. Les cellules granulaires, qui sont représentées ici en rouge, et que vous trouvez également ici représentées sur la partie gauche de cette illustration, ces cellules granulaires possèdent des dendrites courtes. Les dendrites des cellules granulaires sont ici. Les dendrites et le corps cellulaire des cellules granulaires sont dans la couche granulaire qui est mentionnée ici. Notons que les cellules granulaires ont aussi un axone très fin, non myélinisé, qui va pénétrer dans la couche moléculaire, le voici, et cet axone va bifurquer en deux. Les deux branches de la bifurcation s'étendent en fibres parallèles à la surface de la lamelle cérébelleuse à l'intérieur de la couche moléculaire. Donc, dans la couche moléculaire, qui est représentée en bleu, on a finalement les axones des cellules granulaires, qu'on appelle aussi ici les fibres parallèles. Ces fibres parallèles vont entrer en contact synaptique avec les très nombreuses épines dendritiques portées par les ramifications dendritiques de la cellule de Purkinje, qui est représentée ici en vert sombre. Les dendrites des cellules granulaires s'articulent avec les fibres moussues, qui sont représentées ici en bleu. Ces fibres moussues sont des fibres afférentes, c'est-à-dire ce sont des voies d'entrée dans le cortex cérébelleux. Donc on a une circuiterie qui est fibres moussues, ensuite cellules granulaires, et cellules granulaires, par leurs fibres parallèles, entrent en contact avec les cellules de Purkinje. Les cellules granulaires sont ici, dans cette circuiterie, des interneurones, et ce sont des interneurones activateurs avec un neurotransmetteur ici qu'elle libère, qui est le glutamate. Il existe aussi, à l'intérieur de la couche moléculaire, donc dans la couche bleue ici, d'autres interneurones, comme les cellules en corbeille, qui sont représentées ici en vert, ou les cellules étoilées, qui sont représentées ici en jaune. Ces deux types de cellules sont des interneurones également, mais cette fois des interneurones inhibiteurs qui sécrètent comme neurotransmetteur le GABA. Donc les cellules granulaires, interneurones activateurs, et par contre les cellules en corbeille et les cellules étoilées, interneurones inhibiteurs. La couche granulaire contient aussi des cellules qu'on appelle les cellules de Golgi. Les cellules de Golgi sont ici des cellules qui sont activées par les fibres moussues, et ces cellules de Golgi vont, elles, inhiber les cellules granulaires. Donc vous voyez, dans cette organisation du cortex cérébelleux, on a finalement tout un tas de circuits neuronaux, et on peut par exemple citer les quelques circuits neuronaux importants suivants. Un premier circuit neuronal, ce sera fibre moussue, donc afférence. Ici, on a une synapse cholinergique activatrice avec les dendrites des cellules granulaires. Puis ensuite, axone en T des cellules granulaires, c'est-à-dire les fibres parallèles. Ici, synapse excitatrice avec les dendrites des cellules de Purkinje. Ensuite, la cellule de Purkinje avec son axone myélinisé, et le neurotransmetteur qui sera libéré par les cellules de Purkinje est du GABA, et on aura ensuite une synapse inhibitrice avec des neurones, des noyaux cérébelleux profonds. Donc vous voyez une circuiterie, fibre moussue, cellules granulaires, cellules de Purkinje, avec activation, activation, et finalement une inhibition exercée par les cellules de Purkinje. On peut noter que les fibres parallèles
peuvent aussi activer les cellules étoilées et les cellules en corbeille qui, elles, inhibent les cellules de Purkinje. Donc vous voyez une autre circuiterie, fibre moussue, cellules granulaires, qui elles inhibent les cellules en corbeille qui vont freiner les cellules de Purkinje. Donc retenons bien ici une activation possible par les grains, mais une inhibition possible par les cellules en corbeille. Les grains et les cellules en corbeille étant des interneurones. Alors il existe une autre voie d'entrée dans le cortex cérébelleux qui est constituée par les fibres grimpantes, qui sont représentées ici en rouge, qui vont entrer, elles, en contact synaptique avec une synapse excitatrice à glutamate avec les dendrites des cellules de Purkinje. Après avoir présenté ces circuiteries neuronales dans le cortex cérébelleux, nous allons nous intéresser à l'enregistrement de l'activité électrique des cellules de Purkinje et on va voir quelles informations on peut tirer de ces résultats expérimentaux. Alors les cellules de Purkinje, nous venons de le voir, sont au cœur des circuiteries neuronales cérébelleuses. En voici ici quelques-unes qui sont observées, leur grande taille, mais aussi leur activité bioélectrique particulière ont fait de ces macroneurones un modèle neuronal très étudié sur lequel on va regarder des enregistrements. Donc ici voilà le corps cellulaire des cellules de Purkinje et puis l'arborisation dendritique qui s'étend ici dans la couche des fibres parallèles, la couche moléculaire. Alors ici, dans la partie A de cet enregistrement, on a stimulé électriquement au temps T0 une fibre parallèle et on a enregistré le potentiel membranaire au niveau du corps cellulaire d'une cellule de Purkinje isolée. La réponse électrique obtenue est une dépolarisation qui dure environ 150 millisecondes. Ce potentiel enregistré est un potentiel électrotonique. C'est un potentiel gradué, son amplitude est variable. Ce potentiel est appelé un potentiel post-synaptique. Il est un résultat finalement de la mise en œuvre de la synapse entre la fibre parallèle et la cellule de Purkinje. Et comme ce potentiel est une dépolarisation, il rapproche le potentiel membranaire du seuil d'apparition d'un potentiel d'action. On appelle ce type de PPS un PPSE, potentiel post-synaptique excitateur. Et donc la synapse entre la fibre parallèle et la cellule de Purkinje est donc une synapse excitatrice. C'est en fait une synapse à glutamate et finalement les cellules granulaires excitent les cellules granulaires. Les cellules granulaires sont des interneurones activateurs dans la circuiterie du cortex cérébelleux. Dans la partie C, on a stimulé électriquement un autre neurone, ici un interneurone, par exemple une cellule étoilée, mais on aurait pu aussi stimuler une cellule en corbeille. Et on va enregistrer là encore une variation du potentiel membranaire au niveau du corps cellulaire d'une cellule de Purkinje isolée. Alors la réponse électrique obtenue est cette fois une hyperpolarisation membranaire qui dure là encore 150 millisecondes et on peut observer que cette réponse électrique est exactement la réponse symétrique de celle qu'on avait obtenue dans la partie grand A. Ce potentiel enregistré est là encore un potentiel électrotonique, un potentiel gradué dont l'amplitude est variable. Ce potentiel est là encore un potentiel post-synaptique, un PPS. Mais comme ce potentiel cette fois est une hyperpolarisation, il éloigne le potentiel membranaire du seuil d'apparition d'un potentiel d'action. Il constitue donc cette fois un PPSI, un potentiel post-synaptique inhibiteur. La synapse entre l'interneurone que constitue la cellule étoilée ou la cellule en corbeille, interneurone qu'on a stimulé ici, et avec donc la synapse entre ces interneurones et les dendrites des cellules de Purkinje, cette synapse est donc une synapse inhibitrice. La synapse entre les interneurones qu'on a stimulés, cellules étoilées ou cellules en corbeille, et les dendrites des cellules de Purkinje sont donc des synapses inhibitrices et
je vous en ai parlé il y a quelques instants, ces synapses entre cellules étoilées et cellules de Purkinje, ou entre cellules en corbeille et cellules de Purkinje, sont des synapses à GABA, et nous avons vu dans la précédente vidéo que le GABA était un neurotransmetteur inhibiteur, notamment par l'intermédiaire de son récepteur canal chlorant. Ainsi, on peut dire que un même neurone peut recevoir à la fois des influences activatrices, comme ici de la part des cellules granulaires, et des influences inhibitrices, comme par exemple ici de la part des cellules étoilées ou des cellules en corbeille, par l'intermédiaire de différentes synapses, des synapses excitatrices, des synapses inhibitrices, et ce neurone va donc à tout moment intégrer ces informations, comme nous le reverrons dans un instant quand nous parlerons de la sommation des PPS. Sur ce document, les tracés centraux ont été obtenus dans les mêmes conditions expérimentales que précédemment, c'est-à-dire ici activation des fibres parallèles, donc finalement activation des interneurones activateurs, et ici au contraire, dans la partie de droite, on a activé les interneurones inhibiteurs tels que par exemple les cellules étoilées. Alors ici, les enregistrements ont été obtenus cette fois non pas sur le corps cellulaire de la cellule de Purkinje, mais ils ont été obtenus au niveau de l'axone de la cellule de Purkinje. Et pour plus de visibilité, on a superposé 10 enregistrements électrophysiologiques. On enregistre ici non plus des PPS, mais des signaux dont la durée est extrêmement courte, dont l'amplitude est toujours identique. Ces signaux, ce sont des potentiels d'action. On en a parlé dans les vidéos précédentes de ce premier chapitre. Les potentiels d'action sont des potentiels qui ne sont pas des potentiels électrotoniques. On peut noter sur cet enregistrement que la cellule de Purkinje possède en fait une propriété remarquable, qui est une propriété que possèdent quelques neurones, mais on est dans quelque chose de tout à fait particulier. En effet, la cellule de Purkinje possède une activité spontanée, intense, de décharge de potentiel d'action, même en l'absence d'influx synaptique entrant, puisqu'on le voit ici, la cellule de Purkinje isolée émet des potentiels d'action à haute fréquence avant même, ici le temps zéro, c'est-à-dire avant même la stimulation de ces fibres afférentes, notamment de ces fibres afférentes excitatrices ici. Notons que l'activation de la synapse inhibitrice, ici au temps T0, va stopper totalement l'activité spontanée de la cellule de Purkinje pendant une dizaine de millisecondes. Donc on retrouve cette inhibition, mais ici on a une cellule de Purkinje qui a une activité constante de décharge de potentiel d'action, et sous l'influence ici de l'interneurone inhibiteur, eh bien on va tout d'un coup stopper cette activité de base de décharge de potentiel d'action. Sur la partie inférieure de ce document, donc en grand B et en grand D, est représentée la distribution temporelle de l'apparition des premiers potentiels d'action sur l'axone de la cellule de Purkinje juste après la stimulation présynaptique qui a été appliquée, soit toujours pareil aux fibres parallèles, soit aux interneurones inhibiteurs. Notons bien que l'échelle des hauteurs ici, choisie pour la réalisation des deux histogrammes, est différente entre B et D. Et bien on voit ici pour l'histogramme grand B qu'au moment T0 de la mise en action de la synapse excitatrice entre cellules granulaires et cellules de Purkinje, le nombre de potentiels d'action initial est important, il est de 70 ici. Et on voit en D que la mise en action au temps zéro de la synapse inhibitrice entre la cellule étoilée et la cellule de Purkinje va interrompre pendant environ 10 millisecondes la décharge de potentiel d'action, et on note aussi que la fréquence d'émission des potentiels d'action reste finalement très faible pendant toute la durée du PPSI. Nous venons de voir avec l'exemple de la cellule de Purkinje qu'un neurone pouvait voir son activité régulée par l'intermédiaire d'autres neurones, notamment des interneurones inhibiteurs et des interneurones excitateurs. Et
nous avons vu ensemble la notion de potentiel postsynaptique excitateur et de potentiel postsynaptique inhibiteur. Attention, le cas de la cellule de Purkinje est un cas particulier car cette cellule émet des potentiels d'action en permanence, mais en général, un neurone émet des potentiels d'action au moment seulement où il est stimulé. Dans le paragraphe suivant, nous allons voir la notion de sommation des potentiels postsynaptiques et je vais vous montrer que le segment initial de l'axone joue un rôle intégrateur. Alors pour un neurone classique, les potentiels d'action ne sont émis que lorsque ce neurone est stimulé, par exemple stimulé par un autre neurone présynaptique. On va par exemple étudier ce neurone qui est le neurone postsynaptique et on a un enregistrement qu'on fera ici au niveau du segment initial. On va stimuler une terminaison axonale présynaptique qui est représentée en vert, qui représente ici une terminaison axonale excitatrice du neurone postsynaptique. Et on va stimuler expérimentalement le neurone ici présynaptique. On va enregistrer sur le segment initial une dépolarisation ici qui ne franchit pas le seuil et donc pas d'apparition de potentiel d'action au niveau du segment initial. En effet, un seul PPSE ne suffit pas en général au neurone postsynaptique pour lui permettre de produire un potentiel d'action parce que le potentiel d'action ne peut pas être généré par les membranes postsynaptiques mais seulement par la membrane de l'axone, car la membrane de l'axone possède des canaux sodium et potassium voltage dépendants. Et comme le PPSE va se propager de façon électrotonique de la synapse vers le segment initial, son amplitude va diminuer quand on se rapproche du segment initial, si bien qu'à ce niveau, le seuil n'est pas atteint et aucun potentiel d'action n'est alors généré par le segment initial en réponse à un seul PPSE. On peut reproduire la même stimulation du neurone présynaptique au bout d'un certain temps et on a exactement la même réponse. On a un deuxième PPSE mais qui ne permet toujours pas d'obtenir un potentiel d'action. Mais un neurone postsynaptique reçoit en général non pas une terminaison synaptique mais de très nombreuses terminaisons synaptiques dont d'ailleurs la plupart sont excitatrices, ce sont celles qui seront représentées en vert ici sur l'image. Et donc un neurone postsynaptique va être le siège de très nombreux PPSE qui vont s'additionner et qui vont permettre au segment initial d'atteindre le seuil et de produire en général des potentiels d'action. Alors il existe dans la sommation des PPS deux types de sommation. Tout d'abord la sommation temporelle qu'on va évoquer à travers cette deuxième expérience ici. Alors ici on a toujours excité le neurone présynaptique représenté en vert, le neurone donc E1, mais on a envoyé deux stimulations électriques de ce neurone E1 de façon très rapprochée. Et ici ce qu'on observe c'est que le premier PPSE, donc qui est produit par la première excitation du neurone E1, va tout de suite être suivi par un deuxième PPSE. Et la conséquence ici c'est que on va avoir au niveau du segment initial une addition dans le temps des différents PPSE et cette sommation temporelle est finalement l'addition de PPS successifs issus d'une même synapse et dans les conditions physiologiques on se souvient qu'un neurone présynaptique émet non pas un potentiel d'action mais une série de potentiels d'action. Donc finalement, le premier potentiel d'action présynaptique produit un léger PPSE et avant que le premier PPSE ne se dissipe, les potentiels d'action présynaptiques successifs vont déclencher d'autres PPSE. Ces PPSE s'additionnent en entraînant finalement une dépolarisation de la membrane du segment initial qui va finalement être plus importante que celle qui résulterait d'un seul potentiel d'action et on va à ce moment-là atteindre le seuil et déclencher l'émission de potentiel d'action. Voici donc présenter la sommation temporelle, mais il existe une autre sommation qui est la sommation spatiale, l'addition de PPS qui apparaissent simultanément par la suite du fonctionnement de plusieurs contacts synaptiques qui appartiennent soit à un même neurone présynaptique, rappelez-vous l'arborisation terminale, soit plus généralement des contacts synaptiques appartenant à différents neurones.
présynaptique. Donc par exemple ici, si on a stimulé en même temps le neurone présynaptique E1 excitateur et le neurone excitateur E2, eh bien on va avoir au niveau du segment initial deux PPSE qui vont apparaître au même moment, qui vont s'additionner et qui vont permettre de franchir le seuil de moins 55 mV et vont donc permettre l'apparition d'un potentiel d'action. Ici, cette espèce d'épaulement qui précède le potentiel d'action correspond finalement à ce qu'on avait vu avec le potentiel générateur dans la vidéo consacrée à la réception du signal, et on observe à ce moment-là que si ce potentiel postsynaptique global, qui est la somme des PPS, dépasse le seuil, on a apparition d'un potentiel d'action. Notons que la sommation spatiale d'un PPSE et d'un PPSUI de même amplitude ne modifiera finalement pratiquement pas le potentiel de membrane du segment initial, parce que ici ces deux signaux se neutralisent. Donc finalement, ce qu'on doit retenir, c'est que les deux types de sommation se combinent. On a à la fois une sommation temporelle, par apparition de PPS successifs au cours du temps, au niveau du segment initial, et sommation spatiale, par apparition simultanée de PPS provenant du fonctionnement de plusieurs synapses. Ces deux types de sommation se combinent, et l'intégration de ces signaux va aboutir à un PPS global, qui est l'addition en fait des PPS qui parviennent ici au segment initial. Par exemple, sur ce schéma, on a représenté trois terminaisons axonales, deux sont excitatrices, une est inhibitrice. On va avoir genèse au niveau des synapses excitatrices de potentiel postsynaptique excitateur, genèse au niveau de la synapse inhibitrice d'un potentiel postsynaptique inhibiteur. Ces signaux gradués vont se propager jusqu'au segment initial, et au niveau du segment initial, on peut enregistrer cet épaulement qui correspond au PPS global, c'est-à-dire à la somme algébrique de tous les PPS parvenus au niveau du segment initial. Et si ce PPS global franchit le seuil, à ce moment-là, on a apparition d'un potentiel d'action. Et ces potentiels d'action, partant donc du cône d'émergence ou segment initial, seront propagés le long de l'axone, et les potentiels d'actions qu'on enregistrera ensuite sont dépourvus de ce PPS global, de cet épaulement qui précède le signal. On a à ce moment-là plus que les potentiels d'action avec juste phase de dépolarisation rapide et ensuite de repolarisation. Donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que sur la membrane du segment initial apparaît un PPS global qui résulte de la sommation de tous les PPSE et PPSI. Si ce PPS global permet d'atteindre le seuil, la zone gâchette ou cône d'émergence ou segment initial va émettre un potentiel d'action qui sera transmis tout le long de l'axone. Et on peut dire que le segment initial a un rôle d'intégration des PPS, un rôle d'intégration finalement des différents signaux reçus par un même neurone. En fait, le PPS global du segment initial, donc qui est la somme finalement de tous les PPS qui parviennent au segment initial, a une durée qui est plus prolongée que le potentiel d'action. Et ce PPS donc va entraîner une réponse non pas d'émission d'un potentiel d'action, mais d'une série de potentiels d'action par le segment initial. La zone gâchette, cône axonique ou segment initial, répondra donc au PPS global, dans la mesure où ce PPS global est suffisant, c'est-à-dire qu'il franchisse le seuil. Il répondra par une série de potentiels d'action. Et on observe que plus l'amplitude du PPS global augmente, dans la mesure où il a dépassé le seuil, plus la fréquence des potentiels d'action émis par le segment initial sera augmentée. On a donc finalement, dans une circuiterie neuronale, une succession de codages qu'on peut résumer de la façon suivante. On a d'abord un codage en fréquence de potentiel d'action sur le neurone présynaptique, puis ensuite un codage en quantité de neurotransmetteurs libérés par le neurone présynaptique, puis ensuite un codage en amplitude du PPS global au niveau du segment initial du neurone postsynaptique, amplitude qui dépend, on vient de le voir, de la sommation de tous les PPS qui sont émis par ce neurone postsynaptique. Et enfin, on a un codage en fréquence
de potentiel d'action sur le neurone postsynaptique. Je voulais vous parler aussi dans les mécanismes de régulation, de l'inhibition et de la facilitation présynaptique. En effet, nous avons vu avec le fonctionnement des neurotransmetteurs inhibiteurs la mise en œuvre de synapses inhibitrices. On a vu par exemple avec l'exemple du cervelet que les cellules étoilées étaient des interneurones inhibiteurs émettant du GABA et que ce GABA permettait l'émission de PPSI sur la cellule de Purkinje. Il s'agit ici d'une inhibition postsynaptique puisque le neurone présynaptique exerce son effet inhibiteur sur le neurone postsynaptique. Mais il existe aussi des mécanismes d'inhibition présynaptique et au même titre des mécanismes de facilitation présynaptique dont je vais vous parler ici. En effet, l'efficacité d'une synapse peut être influencée par des mécanismes qui ont lieu avant finalement l'élément postsynaptique par des mécanismes présynaptiques. Soit une synapse classique entre un neurone B et un neurone C. On va par exemple imaginer que cette synapse est une synapse excitatrice qui permet à B d'activer C. On a ici donc ce qu'on pourrait appeler une activation postsynaptique du neurone C. Soit une seconde synapse, qui est une synapse non plus axodendritique par exemple, mais une synapse axonale entre le neurone A et le neurone B. Le neurone transmetteur qui est libéré par A, lorsque le neurone A est activé, va se fixer sur des récepteurs du neurone B, ce qui va modifier la quantité de neurotransmetteurs libérés par B en réponse au potentiel d'action qui parviennent à la terminaison axonale de B. Donc ici, le neurone A n'a aucun effet direct sur le neurone C, mais il va modifier la capacité de B à influencer C. On dit que le neurone A exerce un effet présynaptique sur la synapse entre B et C. Alors, deux possibilités. Imaginons ici que le neurone A soit un neurone inhibiteur. L'arrivée de potentiel d'action sur le neurone B conduit à l'émission de neurotransmetteurs qui vont activer le neurone C. Si le neurone A est activé, eh bien le neurotransmetteur qui libère va ici réduire la quantité de neurotransmetteurs libérés par B et donc on va freiner l'effet qu'exerçait B normalement sur C. Là on a un exemple d'inhibition présynaptique. L'effet d'inhibition présynaptique est finalement une diminution de la quantité de neurotransmetteurs libérés par le neurone B sur le neurone C. Alors un exemple d'inhibition présynaptique existe dans la moelle épinière dans le système de modulation de la transmission des informations douloureuses, système de nociception qui met en jeu notamment des neuropeptides. Alors ici, le neurone B est par exemple le neurone qui produit la substance P et la substance P va agir sur C et elle intervient dans la transmission de la douleur. Eh bien on peut avoir des neurones, donc ici A, qui sont des neurones d'inhibition présynaptique, qui lorsqu'ils sont activés vont libérer des encéphalines, et ces encéphalines sont des peptides opioïdes à effet analgésique. Ils vont en fait réduire la libération de la substance P, et donc par cet effet présynaptique, ils vont finalement exercer un effet antalgique, un effet analgésique, un effet finalement de modulation, de frein de la douleur. Notons que les encéphalines ont aussi une action d'inhibition postsynaptique sur des neurones nociceptifs. Les encéphalines agissent sur des récepteurs métabotropes et entraînent une hyperpolarisation sur le neurone postsynaptique et ça va conduire à l'inhibition également postsynaptique. Donc les encéphalines peuvent exercer des effets présynaptiques inhibiteurs mais aussi des effets postsynaptiques inhibiteurs. Alors on peut avoir aussi un exemple de facilitation présynaptique, c'est-à-dire que ici on aurait au contraire un neurone A activateur qui lorsqu'il est stimulé va agir sur la synapse BC en rendant cette synapse plus efficace, en augmentant la quantité de neurotransmetteurs libérés par B et agissant sur C. L'existence
du processus d'inhibition présynaptique et de facilitation présynaptique a été prouvé en fait dans plusieurs régions du système nerveux central, notamment l'inhibition présynaptique intervient dans l'hippocampe. L'inhibition présynaptique représente un système de neuromodulation sur une courte durée, mais il existe aussi des mécanismes modulateurs des neurones, mais qui exercent un effet à plus long terme, comme par exemple la potentialisation à long terme, dont je vous ai parlé un petit peu dans la dernière vidéo. Pour terminer sur les régulations de l'activité des neurones, nous allons prendre l'exemple de la régulation de l'activité d'un motoneurone, le motoneurone alpha, par une cellule de la moelle épinière qui est la cellule de Renshaw, et on va parler ici d'inhibition récurrente. La cellule de Renshaw, représentée ici en vert clair, est un interneurone inhibiteur présent dans la substance grise de la moelle épinière. Cette cellule de Renshaw est activée par une collatérale, c'est-à-dire par une ramification latérale de l'axone du motoneurone alpha. Je vous rappelle que ce motoneurone alpha est un neurone à acétylcholine qui va normalement commander, activer la contraction des fibres musculaires squelettiques. Cette collatérale du motoneurone alpha libère donc aussi de l'acétylcholine, acétylcholine qui va venir ici activer la cellule de Renshaw. Et la cellule de Renshaw a une terminaison axonale qui libère un autre neurotransmetteur qui est la glycine. Elle peut aussi d'ailleurs libérer du GABA. La glycine est un neurotransmetteur inhibiteur, comme le GABA, qui va agir sur des récepteurs ionotropes, qui sont des canaux présents sur le motoneurone alpha. Et donc l'activité de la cellule de Renshaw va générer finalement des PPSI sur ce motoneurone alpha. Ainsi, plus un motoneurone alpha est actif, plus la fréquence de potentiel d'action qu'il émet est importante et plus finalement il va stimuler la contraction des fibres musculaires squelettiques. Mais plus ce motoneurone alpha est actif, plus il va engendrer finalement une activation de la cellule de Renshaw et donc plus il va engendrer sa propre inhibition. On a ici un mécanisme dit de rétro-inhibition ou de rétrocontrôle négatif qu'on retrouvera, vous verrez tout à l'heure, dans le système endocrinien. En effet, finalement, on peut considérer que le motoneurone alpha s'auto-inhibe par l'intermédiaire de la cellule de Renshaw. Il s'agit ici de ce qu'on appelle une inhibition récurrente, une espèce d'inhibition par retour. On parle aussi de boucle d'inhibition récurrente. Ainsi, plus le motoneurone alpha est actif, plus il va s'auto-freiner par l'intermédiaire de la cellule de Renshaw. Ça permet finalement à la cellule de Renshaw de limiter une activité excessive du motoneurone alpha. La cellule de Renshaw constitue un véritable stabilisateur de l'activité du motoneurone alpha. C'est un mécanisme très important pour équilibrer finalement l'activité des motoneurones alpha. C'est un mécanisme qui va permettre notamment de limiter la fréquence de décharge maximale des motoneurones alpha. Alors il existe un composé qu'on appelle la strychnine, qui est un alcaloïde extrêmement toxique, qui est tiré de la noix vomique d'un arbre qu'on appelle le vomiquet, qui est un arbre originaire de l'Asie du Sud-Est. La strychnine est un composé qui est obtenu à partir des semences, à partir des graines qui sont contenues dans les fruits, qui sont des fruits ronds, vous voyez, de couleur vert à orangé. Ces fruits sont appelés les noix vomiques ou noix qui font vomir en raison justement de l'effet toxique de cet alcaloïde. Alors en fait, la strychnine va bloquer le fonctionnement de la synapse inhibitrice entre la cellule de Renshaw et le motoneurone alpha. La strychnine vient bloquer les récepteurs de la glycine et par conséquent, elle va provoquer des contractions anarchiques et des convulsions parce qu'il n'y a plus la modulation, le frein, le stabilisateur de l'activité des motoneurones alpha. Et à forte dose, cette strychnine est un poison mortel qui va induire des tétanies musculaires. On a terminé la présentation des mécanismes de régulation de l'activité des neurones et je vais vous présenter ici un mécanisme très important de régulation
de l'activité des cellules endocrines le mécanisme de rétrocontrôle négatif. Ces mécanismes de rétrocontrôle négatif sont des mécanismes qu'exercent certaines hormones sur finalement leur propre synthèse ou sur leur propre sécrétion. Nous allons évoquer ces mécanismes dans deux grands axes endocriniens. Tout d'abord, dans l'axe gonadotrope. Je vous reparlerai de l'axe gonadotrope dans le 4e chapitre. L'axe gonadotrope est un axe qui met en jeu l'hypothalamus, puis l'adénohypophyse, puis la gonade, et la gonade notamment va produire des hormones. Ce tableau montre des résultats expérimentaux obtenus chez un mammifère mâle. Et ce tableau vise à montrer l'effet que peut exercer la testostérone sur l'axe gonadotrope, sur l'axe de contrôle finalement du testicule. Première donnée expérimentale, l'injection dans le sang d'une dose élevée de testostérone va en fait conduire à un arrêt prolongé des pulses de GnRH. GnRH, c'est une neurohormone dont je vous reparlerai dans la prochaine vidéo. On l'appelle aussi la gonadolibérine. Elle est produite par des neurones de l'hypothalamus et son rôle est normalement d'activer les cellules gonadotropes qui produisent les hormones gonadotropes. Et bien on voit que l'augmentation de la concentration sanguine de testostérone inhibe l'activité sécrétoire pulsatile des neurones hypothalamiques à GnRH. Deuxième expérience, une expérience de suppression de fonction, la castration ici de l'animal, c'est-à-dire finalement on va supprimer les testicules, on va faire une ablation des testicules du mammifère. Cette castration induit une suppression de la testostérone plasmatique, puisque c'est la testostérone qui produit puisque c'est le testicule qui produit la testostérone, et cette castration va conduire à une augmentation de l'activité des neurones hypothalamiques à GnRH. Ça se traduit par une augmentation de la fréquence et de l'amplitude des pulses de GnRH. Donc si on augmente la testostérone, on bloque les neurones à GnRH de l'hypothalamus. Si au contraire il n'y a plus de testostérone, on va augmenter l'activité des neurones à GnRH, et on observe que cette suppression de la testostérone plasmatique va conduire aussi à une augmentation du taux plasmatique de LH. LH est une hormone gonadotrope qui est produite par l'adénohypophyse et qui contrôle, qui active la sécrétion de testostérone par le testicule. Troisième expérience, une expérience dite de restitution de fonction. On va injecter de la testostérone chez l'animal castré, et à ce moment-là, ça rétablit une sécrétion normale de GnRH qui retrouve ses caractéristiques antérieures, donc même taux de sécrétion, même pulsatilité. Quatrième donnée, on injecte dans le sang, chez l'animal castré, de la testostérone marquée par un isotope radioactif. Ensuite, on va faire une autoradiographie de coupe d'hypothalamus et on observe que la testostérone marquée va être repérée sur des neurones hypothalamiques qui sont non pas les neurones sécréteurs de GnRH, mais des neurones de l'hypothalamus qui sont connectés aux neurones sécréteurs de GnRH. Ceci montre que des neurones de l'hypothalamus qui se projettent sur les neurones à GnRH possèdent des récepteurs à la testostérone, ce qu'on appelle des récepteurs aux androgènes, et la testostérone est venue rentrer dans ces neurones et elle est venue se fixer sur ces récepteurs des androgènes. Ces expériences mettent donc en évidence le rétrocontrôle négatif exercé par la testostérone sur sa propre sécrétion. Il existe en fait un axe gonadotrope qu'on peut résumer ici, des neurones à axones courts de l'hypothalamus, dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo, vont produire une neurohormone qu'on appelle la gonadolibérine, ou GnRH, qui va parvenir sans dilution, par l'intermédiaire du système porte entre l'hypothalamus et l'hypophyse, aux cellules gonadotropes de l'adénohypophyse. Ces cellules gonadotropes de l'adénohypophyse vont répondre à la sécrétion de GnRH par une libération dans le sang de l'hormone LH, qui est une hormone gonadotrope. Cette hormone LH va activer des cellules présentes dans le testicule, qu'on appelle les cellules de Leydig, qui sont les cellules présentes entre les tubules séminifères. Ces cellules vont produire la testostérone et la libérer dans le sang.
quand on lit ce schéma dans le sens descendant, on retrouve ici les 3 étages d'un axe appelé l'axe gonadotrope, avec hypothalamus, adénohypophyse et testicules. Les expériences que nous venons de voir mettent en évidence un rétrocontrôle négatif exercé par la testostérone sur sa propre sécrétion. La testostérone, en fait, va freiner la libération de GnRH et notamment, on vient de l'évoquer, elle freine des neurones hypothalamiques qui sont normalement activateurs des neurones à GnRH. Ceci va donc freiner la libération de GnRH dans le système porte qui achemine cette gonadolibérine aux cellules gonadotropes de l'adénohypophyse. On peut noter que la testostérone peut aussi freiner l'activité endocrine des cellules gonadotropes de l'adénohypophyse. Il existe donc finalement un contrôle aller qui est LH active la sécrétion de testostérone par la cellule de Leydig, mais il existe aussi un rétrocontrôle, un contrôle retour qui permet à la testostérone finalement de contrôler la sécrétion de son propre régulateur qui est la LH. Ce rétrocontrôle négatif, qui est quelque chose de très classique dans la régulation des activités endocrines, va maintenir ici stable l'activité de la cellule de Leydig et par conséquent va stabiliser la concentration sanguine de testostérone. Il s'agit ici d'une boucle de régulation simple parce que la grandeur à réguler, ici la concentration plasmatique de testostérone, contrôle elle-même le niveau de son propre régulateur. Son propre régulateur, c'est l'hormone LH. Alors ce type de rétrocontrôle inhibiteur se retrouve dans d'autres grands axes endocriniens et notamment on va voir dans un autre axe qui est l'axe corticotrope. Voici ici une photographie de coupe observée en microscopie optique. Il s'agit d'une coupe d'adénohypophyse d'un chien mâle qui a été traité pendant 8 jours par un médicament qui est la métopyrone. La métopyrone est un inhibiteur de la synthèse de cortisol. C'est un médicament qui contient notamment cette substance active qui est la méthyrapone, qui est un composé qui inhibe réversiblement la synthèse de cortisol. Alors vous vous souvenez, nous l'avons vu dans la première vidéo de ce chapitre 1, il existe dans l'adénohypophyse non seulement des cellules gonadotropes qui produisent par exemple la LH, mais aussi des cellules corticotropes qui produisent une hormone qui est l'ACTH, dont je vous ai parlé déjà dans la précédente vidéo également. Alors ce qu'on observe ici, c'est que si on inhibe la synthèse de cortisol en utilisant ce médicament qui est la métopyrone, eh bien cette utilisation du médicament va conduire à une hypertrophie et une hyperactivité des cellules corticotropes qui sont pointées ici par les flèches blanches de l'adénohypophyse. Donc ceci montre que l'utilisation de métopyrone en bloquant la synthèse de cortisol a levé un rétrocontrôle négatif provoquant ici l'hyperactivité des cellules qui produisent en fait l'ACTH, qui produisent l'hormone corticotrope. On a finalement donc un rétrocontrôle négatif tout à fait similaire à celui exercé par la testostérone sur l'axe gonadotrope, mais qui est exercé ici par le cortisol sur l'axe corticotrope et notamment sur les cellules corticotropes de l'adénohypophyse. Alors ce schéma permet de replacer l'axe corticotrope et les rétrocontrôles. Tout d'abord ici on a représenté les glandes surrénales, donc ce sont des glandes qui sont au-dessus des reins. Vous reconnaissez dans la partie centrale la médullosurrénale qui produit l'adrénaline. Et puis les surrénales, donc la partie corticale des glandes surrénales, est formée par 3 zones distinctes. La zone 1 est appelée la zone glomérulée. Elle est responsable de la synthèse des minéralocorticoïdes, tels que l'aldostérone. La zone 2 est la zone fasciculée, qui est responsable de la synthèse des glucocorticoïdes, tels que le cortisol qui nous intéresse ici, et notamment le médicament ici métopyrone va bloquer la synthèse de cortisol par cette zone. Et puis là, la troisième zone, la zone réticulée, la zone 3, est productrice d'androgènes surrénaliens. Je vous en reparlerai un petit peu dans le chapitre 6.
il existe un axe qu'on appelle l'axe corticotrope qui contrôle la production de cortisol. En effet, la production de cortisol par la zone fasciculée est sous la dépendance d'une hormone adénohypophysaire qui est l'hormone ACTH ou hormone corticotrope, hormone dont la sécrétion est elle-même sous le contrôle d'une neurohormone hypothalamique qui est la CRF ou CRH, qu'on appelle aussi la corticolibérine. Nous reprendrons dans la prochaine vidéo la notion de neurohormone. Donc il existe un contrôle allé qui est CRF active la sécrétion d'ACTH et l'ACTH active la sécrétion de cortisol. Mais il existe aussi un contrôle retour, un rétrocontrôle qui est ici négatif, et le cortisol assure un rétrocontrôle négatif à la fois sur l'hypothalamus, donc sur la sécrétion de CRF, mais aussi sur l'adénohypophyse, comme on vient de le voir par l'expérience précédente, en freinant la libération d'ACTH. Donc ici, on peut dire que finalement, par l'intermédiaire d'un rétrocontrôle négatif, le cortisol va finalement permettre un maintien stable de sa concentration dans le sang, et on a donc un rétrocontrôle négatif qui permet de stabiliser, comme tout à l'heure la concentration de testostérone, ici de stabiliser la concentration plasmatique de cortisol libre. Nous avons vu finalement dans cette vidéo que le message nerveux, constitué par une fréquence précise de potentiel d'action, pouvait être modulé par les neurotransmetteurs qui agissent sur ce neurone. Et pour synthétiser les circuiteries neuronales et les différents codages qui interviennent, vous avez ici un schéma qui récapitule la circuiterie mise en jeu lors du réflexe myotatique, réflexe que nous avons décrit dans la première vidéo de ce chapitre. Alors la longueur du muscle squelettique préalablement étiré est codée tout d'abord en amplitude du potentiel de récepteur. Puis elle est codée ensuite en fréquence de potentiel d'action sur le neurone sensitif. Puis elle est codée en quantité de neurotransmetteurs excitateurs libérés par ce neurone sensitif. Puis elle est codée ensuite en amplitude du PPS global, notamment ici par une sommation temporelle des PPSE, aboutissant finalement à l'apparition au niveau du segment initial d'un PPS global qui, franchissant le seuil, va permettre l'apparition de potentiel d'action propagé le long de l'axone du motoneurone alpha. On a donc ici émission par le motoneurone alpha d'une série de potentiels d'action avec, nous l'avons dit, un codage de l'amplitude du potentiel postsynaptique global en fréquence de potentiel d'action post-synaptique. Cette émission d'une fréquence précise de potentiel d'action par le segment initial et transmis par l'axone va aboutir à une libération d'une quantité précise d'acétylcholine au niveau de la plaque motrice, aboutissant à la genèse d'une fréquence précise de potentiel d'action musculaire sur la membrane de la fibre musculaire squelettique, et finalement va aboutir à un degré précis de contraction du muscle qui avait été initialement étiré. Donc vous voyez, en termes de codage de l'intensité de stimulation en amplitude du potentiel de récepteur, puis en fréquence de potentiel d'action sur le neurone sensitif, puis en quantité de neurotransmetteurs excitateurs libérés, puis finalement en amplitude du potentiel postsynaptique global, puis en fréquence de potentiel d'action postsynaptique, aboutissant finalement à une réponse précise de la cellule cible, en l'occurrence ici de la fibre musculaire. Mais nous avons vu que ce motoneurone alpha est aussi sous l'influence d'interneurones à inhibiteurs tels que celui qui est représenté ici en vert. En effet, vous vous souvenez, la notion d'inhibition réciproque des muscles antagonistes. Un motoneurone peut à la fois être activé par un neurone sensitif, mais aussi inhibé par un interneurone inhibiteur médulaire. Alors l'interneurone inhibiteur médulaire émet lui aussi une fréquence précise de potentiel d'action sous l'influence par exemple
de notre neurone sensitif. Cette fréquence précise de potentiel d'action va aboutir à des PPSI émis sur la membrane du motoneurone. Et puis le segment initial du motoneurone va intégrer finalement à tout instant les différents PPSE et PPSI qui lui parviennent, le PPS global résultant finalement de la somme dans le temps et dans l'espace des différents PPSE et PPSI. Nous avons vu dans cette vidéo également que le message hormonal, qui était représenté par la concentration précise d'une hormone donnée, est soumis à des mécanismes de régulation qui permettent en permanence d'ajuster la quantité d'hormones synthétisées et libérées dans le sang par la cellule endocrine. Je vous ai montré à travers les deux exemples axe corticotrope et axe gonadotrope qu'il existait des mécanismes de rétrocontrôle négatif jouant un rôle important dans la régulation du message hormonal. L'hormone dont le taux est à réguler, freinant finalement la sécrétion de son propre régulateur, la testostérone freinant la libération de LH, le cortisol freinant la libération d'ACTH. Nous reviendrons sur ces rétrocontrôles quand nous aborderons la physiologie de la reproduction des mammifères dans les chapitres 4 et 5. Nous avons également évoqué dans cette vidéo des hormones particulières que sont par exemple la gonadolibérine, GnRH, ou la corticolibérine, CRH. Ces hormones sont en effet synthétisées par des neurones de l'hypothalamus et on les appelle par conséquent non pas des hormones mais des neurohormones. Dans la 6e et dernière partie de ce chapitre 1, pour terminer cette visite guidée de la communication nerveuse et de la communication hormonale, nous aborderons le cas particulier de ces neurohormones. En effet, ces neurohormones sont particulières puisque ce sont des composés qui sont produits par des neurones, donc ce sont des composés qui sont finalement des composés produits par le système nerveux, mais ce sont aussi des composés qu'on va trouver ensuite libérés dans la circulation. Notamment, nous verrons que certains neurohormones, comme l'ocytocine et l'ADH, vont être libérés dans la circulation générale et agir finalement comme de vraies hormones. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve avec plaisir dans la prochaine vidéo consacrée aux neurohormones, vidéo qui clôturera le premier chapitre consacré à la communication dans l'organisme.